Allô? Oui, bonjour. Marc? Bonjour Manuel. Bonjour, merci beaucoup d'être au téléphone avec nous parce que Marc, vous n'êtes pas en France actuellement, on vous espère à Paris bientôt évidemment, mais vous avez une publication francophone très certainement connue de nos éditeurs qui s'appelle le Bulletin Célinien. Vous étiez venu nous parler des rapports entre Céline et le cinéma dans le Libre Journal du cinéma du 15 février 2018. Vous publiez un recueil de vos chroniques et de vos éditoriaux fameux du Bulletin Célinien à la Nouvelle Librairie, Céline A.U. et Adia. Mais nous parlerons certes de Céline aujourd'hui, mais plus encore du personnage qui fait l'objet du dernier numéro de votre Bulletin Célinien, le 455, publié donc ce mois d'octobre 2022. Et quel est ce personnage et pourquoi dans un bulletin célinien, mérite-t-il d'être ainsi mis en vedette? Alors, Marc? Oui, vous m'entendez? Je vous entends, Marc. Et vous? Voilà, alors il se trouve qu'il y a exactement 50 ans, puisqu'il est mort en octobre 72 en Argentine, il y a exactement 50 ans que Robert Le Vigan nous a quittés. Et il se trouve que, effectivement, non seulement c'était un ami de Céline, il était ami avec lui depuis le mi-temps, je veux dire, des années 30, mais en plus, c'est devenu un personnage romanesque, puisque Céline en parle dans 3 de ses livres, Ferry pour une autre fois, D'un château l'autre et Nord. Donc c'était non seulement un ami, mais c'est devenu un personnage de son œuvre. Et en plus, il y a une correspondance intéressante parce que lorsque Le Vigan était en exil, d'abord en Espagne, puis en Argentine, ils ont correspondu. Céline lui a envoyé une trentaine de lettres, et ces lettres n'avaient plus été exhumées depuis des années. Et là, dans ce numéro du bulletin, je reproduis de larges extraits de cette correspondance à l'époque où Céline était exilé lui-même au Danemark et puis à son retour en France lorsqu'il était à Meudon. C'est une correspondance assez intéressante parce que très, très libre de ton, évidemment. Vous reproduisez donc ces lettres. Vous reproduisez aussi vous parlez, vous évoquez, vous citez 3 des comptes rendus de son procès en 1946, puisque Le Vigan est un personnage célinien, est un acteur fameux, on évoquera quelques-unes de ses compositions, mais c'est également quelqu'un qui a été engagé sous l'occupation à Radio Paris et qui a fait l'objet d'un procès d'épuration fin 1946, et vous reproduisez les comptes rendus de son... Enfin, vous reproduisez, non, pas les comptes rendus, vous les évoquez longuement et vous en reproduisez... Non, je crois que vous les reproduisez, Marc, c'est cela, presque intégralement. Oui, c'est Éric Mazet qui s'est penché sur la presse de l'époque, et en fait, il s'est surtout intéressé à 3 auteurs qui sont restés dans les mémoires. Madeleine Jacob, qui était la chroniqueuse judiciaire à Libération, enfin le Libération de l'époque, c'est pas rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Alors il y a Pierre Fise et Géo London. Et donc Mazet a été voir, c'est là où l'article est intéressant, c'est qu'il cite en effet de larges extraits de chacun des articles. Il y en a plusieurs de chacun des articles de ces chroniqueurs. Et c'est assez intéressant de voir la manière de comparer la manière dont ils rendent compte de ce procès. Et ce qui est étonnant aussi, c'est de voir que Madeleine Jacob, qui était réputée pour être assez sévère pour les journalistes qui s'étaient compromis dans la collaboration, finalement, elle fait preuve d'une assez forte indulgence, ce qui est assez logique parce que il faut savoir que le commissaire du gouvernement réclamait une peine de 5 ans de prison, ce qui était déjà beaucoup compte tenu de ce que Le Vigan avait fait. On pourra y revenir tout à l'heure. Et en fait, le jury a estimé que c'était trop clément et il a condamné Le Vigan à 10 ans de travaux forcés, plus l'indignité nationale, la confiscation de ses biens, etc. Alors 10 ans de prison,
quand on sait pourquoi, ce qu'on reprochait à Le Vigan, c'est dérisoire parce qu'en fait, alors il a tourné des films pour la Continentale, qui était une firme allemande. Vous connaissez ça mieux que moi. Oui, mais comme énormément d'autres qui finalement sont passés entre les gouttes. Voilà, mais alors ce qu'on lui reprochait surtout, c'est une collaboration à une émission de Radio Paris, une émission parodique, où il ironisait à propos de Churchill, Roosevelt, etc. C'était certainement des propos aciviques qu'on peut considérer comme tels, mais ça ne méritait certainement pas 10 ans de prison. Et donc, dans le bulletin, dans cet article, on reproduit tout ce qui s'est dit à l'époque. Et alors, on rencontre aussi des comédiens amis qui ont témoigné en sa faveur, comme Jean-Louis Barrault, Fernand Ledoux, oui. Madeleine Renaud, enfin il y en a pas mal. Marc, rappelez peut-être comment cette fameuse Madeleine Jacob est devenue notamment fameuse par le portrait qu'en a fait Céline. Comment l'appelait-il? Et ce qui vous indique... Oui, alors, oui. Céline l'appelait j'ai un trou de mémoire. La muse des charniers, je crois. La muse des charniers, voilà. La muse des charniers, parce qu'effectivement, lorsqu'il y avait les procès de la collaboration, elle était très sévère, elle réclamait des peines, elle plaidait, si j'ose dire, pour des peines très sévères, alors qu'ici, celui qui était beaucoup plus sévère qu'elle, c'était Géo London, dont on se souvient plus beaucoup aujourd'hui, j'imagine. Et lui, évidemment, il écrivait dans un journal communiste et on ne pouvait pas s'attendre à beaucoup de clémence de sa part. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que dans l'article dont Éric Mazet reproduit des extraits, il y a plein de contre-vérités. On reproduit aussi d'ailleurs un article qui a été publié dans Paris Presse, l'Intransigeant, quelques jours avant le procès. Et là aussi, on associe Le Vigan à Céline, et c'est également truffé d'erreurs factuelles. Et dans ce numéro, on reproduit aussi un entretien d'un journaliste qui s'appelait Claude Delpeuch, un entretien qui est paru en janvier 1939. Et donc, c'est un journaliste qui vient voir Le Vigan à Montmartre, et c'est un article assez intéressant parce que il reproduit des propos de Le Vigan, et donc à ce moment-là, il parle de sa carrière, et c'est un entretien donc qui se situe quelques mois avant la défaite. C'est en cela aussi qu'il est intéressant. Mais Le Vigan, alors évidemment, c'était un personnage, non seulement c'était un immense comédien, ça tout le monde le reconnaît aujourd'hui, mais c'était aussi un personnage pittoresque, très, très extraverti, un peu illuminé. Et d'ailleurs, lors de son procès, les comédiens qui témoignaient en sa faveur ont plaidé un peu la folie pour essayer d'atténuer sa responsabilité. Mais malheureusement, il a eu un comportement un peu désinvolte, apparemment un peu, je ne dirais pas provocateur, mais pas très en phase avec ce qu'on lui reprochait. Et c'est pour ça, à mon avis, que les jurés ont été agacés et ont estimé qu'il fallait... Alors, je m'empresse de préciser qu'il n'a jamais fait 10 ans de prison. Il a été libéré assez rapidement et il n'a fait que quelques années de prison. Et alors qu'il ne pouvait pas quitter le territoire français, il s'est tout de même exilé en Espagne, où il a encore tourné 2 films. Et puis après, il s'est rendu compte que même en Espagne, c'était compliqué. Et il s'est réfugié en Argentine, où il a également tourné 2 films. Mais tout ça, c'est des films sans grand intérêt, sinon un intérêt documentaire. Et donc finalement, il n'a plus tourné, il n'a plus voulu tourner. Pour lui, c'était une période terminée. Il n'allait même plus au cinéma. Pour lui, c'était quelque chose de très pénible. Vous avez parlé donc des 3 articles que vous reproduisez, des 3 comptes rendus d'audience. Signalons que l'un d'entre eux est signé Pierre Cise, qui est un très bon critique de cinéma et donc qui insiste beaucoup, qui parle beaucoup de l'acteur, mais y compris dans son compte rendu, parce que on voit dans ces comptes rendus que
le rédacteur, les journalistes, et donc les suiveurs, et même les jurys, j'imagine, les magistrats, essayaient de voir si Le Vigan était tellement imprégné de son personnage, enfin, de ses rôles, ils en venaient à se demander, joue-t-il un rôle même devant les gens qui vont être amenés à le juger peut-être à des peines sévères. Et l'article de Madeleine Jacob est absolument remarquable de ce point de vue, comment très habilement et d'une manière avec un talent de plume formidable, Madeleine Jacob arrive à retourner la chose en disant il ne faut surtout pas plaider l'irresponsabilité parce que il nous ferait croire qu'il est aussi fou que certains de ses personnages. Oui, à ce propos, j'ai commis une petite erreur. J'ai parlé de Libération. C'est Franc-Tireur, oui. C'est Franc-Tireur. Voilà. Alors, Pierre Cise, il était beaucoup plus modéré parce que il écrivait dans le Figaro. Oui. Et alors, le dernier, Géo London, lui, il écrivait dans Ce Soir, qui est un quotidien qui a été un quotidien communiste. Et donc, lui, c'est lui, en fait, le plus sévère des trois. Oui. Et il faut vous dire aussi qu'il y avait l'embarras du choix, parce que, comme Mazet l'indique au début de son article, il y a eu des tas de comptes rendus dans la presse de l'époque. Il y avait aussi l'Aurore, l'Aube, Libération, dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est quelqu'un qui a complètement disparu de la circulation de mémoire. Je veux dire, il y avait François aussi. Donc, vous voyez, tout ça pour vous dire que c'est un procès dont on a énormément parlé dans la presse. Mais Mazet a eu il a eu le flair, si vous voulez, de ne retenir que trois auteurs assez emblématiques, et comme je le disais tout à l'heure, qui sont restés dans les mémoires, en tout cas des gens qui s'intéressent au monde de la presse. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est assez intéressant de comparer parce qu'à travers ces articles, c'est la personnalité évidemment du journaliste qui transparaît, et il raconte évidemment. Il y a un peu des répétitions parce qu'il raconte un peu les mêmes anecdotes du procès, évidemment, mais on voit bien que la couleur des trois articles est différente. Hein. C'est en ça que c'est intéressant, parce que Mazet reproduit des extraits de larges extraits de chacun des trois articles des journalistes. Et ça permet aussi de se rendre compte de l'impact de ce procès, comme vous l'avez dit, moins pour le rôle qu'il a joué sous l'occupation. Ce n'est pas un journaliste vedette comme Brasillac, c'est évidemment pas Pétain ou Maurras, ou alors des collaborateurs économiques ou des politiques ou Laval, bien sûr, mais parce que on attend aussi un spectacle. Et d'une certaine manière, on fait souvent, parfois, la distinction entre l'acteur et le comédien. L'acteur, voilà, entre la personne qui sait se dédoubler, qui est une personne assez commune dans la vie, et puis qui se transfigure quand elle joue un rôle sur scène ou à l'écran. Or, Le Vigan fait plutôt partie de ces acteurs qui semblaient être aussi en représentation dans leur vie, et ce qu'a bien retranscrit aussi Céline dans ses livres. Peut-être on peut quand même citer quelques-uns des films, parce que malheureusement, Le Vigan, c'est une personnalité qui était encore très 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 célèbre il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, elle l'est moins, mais rappelons que les principaux réalisateurs avec lesquels il a tourné, le principal, c'est Duvivier, notamment oui. La Bandera, un film qui est pas très connu, mais moi que j'aime beaucoup, qui est Un tel père et fils. Il a joué aussi avec Renoir, Jean Renoir, les Bas-Fonds. Vous avez cité quelques acteurs d'ailleurs qui ont témoigné à son procès. Parmi ces acteurs, il y a le frère de Jean Renoir, Pierre Renoir, oui. Qui a d'une certaine façon pris sa place quand Le Vigan est en cavale en 1945, et Carnet Prévert retourne des scènes des Enfants du Paradis pour un rôle qu'avait commencé à interpréter Le Vigan et qu'a repris Pierre Renoir. Et malgré cela, Pierre Renoir est venu témoigner pour le Vigan. Voilà, il n'a pas... Voilà, il a gardé cette sympathie pour son confrère, et voilà, il n'y avait pas d'animosité entre eux, même bien que l'un ait d'une certaine façon pris par la force des choses le rôle de l'autre. Oui. Oui, alors parmi ceux qui ont témoigné en sa faveur, il y a aussi des gens qui ne pouvaient pas être au tribunal, mais qui ont donné un témoignage par lettre. Et il y avait notamment Louis Jouvet. Louis Jouvet a également pris témoigné en faveur de Le Vigan. En fait, Le Vigan,
était un personnage effectivement très exubérant, mais il était manifestement très apprécié, très aimé de ses collègues. Et le fait que la presse ait énormément parlé de ce procès tient évidemment au fait, effectivement, que c'était une grande vedette à l'époque. Donc, si ça attirait beaucoup de monde et beaucoup d'écho dans la presse, c'est dû au fait, évidemment, de sa popularité qu'on peut difficilement se représenter aujourd'hui, mais qui à l'époque était très grande. Et effectivement, c'était un personnage très célinien dans la mesure où il était hors norme. Et donc, on comprend très bien que Céline en est fait ce personnage, évidemment, qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. C'est évidemment démesuré par rapport à ce qu'il était, mais il y avait déjà de la démesure chez le Vigan, qui dans la vie quotidienne avait un comportement parfois très bizarre. Il y a des tas d'anecdotes à ce sujet. Et Céline, notamment dans ce qu'on appelle la trilogie allemande, c'est-à-dire les 3 derniers romans de la fin, il en fait un compagnon de route, ce qu'il a effectivement été, parce que le Vigan a rejoint Céline d'abord à Baden-Baden en 1944, à l'été 1944, mais puis ensuite, évidemment, à Sigmaringen. Et donc, il a très bien connu Céline à cette période-là. Enfin, il le connaissait déjà avant-guerre, mais là, il a côtoyé quotidiennement. Et ce que Céline n'a jamais oublié, c'est que lors de son procès à lui, le Vigan a écrit une longue lettre en faveur de Céline. Et même lors de son procès, parce qu'il y a certains qui ont essayé de faire en sorte d'essayer d'expliquer que si le Vigan avait sombré dans la collaboration, c'était sous l'influence néfaste de Céline. Il a bien dit les choses, que Céline n'y était pour rien. Il a même osé dire que Céline était patriote. Vous vous rendez compte à son procès. Donc, lors de ce procès, il a été à la fois courageux, téméraire, et surtout, il n'a jamais renié Céline. Ni lors de son procès, ni, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à propos de Céline lui-même, il a témoigné en sa faveur, c'est-à-dire il a écrit une longue lettre. À ce moment-là, il était à Barcelone en exil, et il a écrit une lettre pour défendre Céline et pour montrer que c'était pas du tout le traître qu'on disait à ce moment-là. Et c'est pour ça que Céline, qui n'était pas tendre avec ses amis, qui pouvait être très sévère, lui a toujours été reconnaissant des gestes qu'il a eu en sa faveur. Et il en a fait un personnage inoubliable, comme vous l'avez dit, de plusieurs de ses romans. Le fameux Lavig qui se promène avec le chat Bébert. Le chat Bébert, dans ses romans, est au narrateur ou à Lavig? Je ne me souviens plus. Alors, au départ, le chat appartenait à le Vigan. D'accord. Et il ne s'appelait pas Bébert, d'ailleurs, il avait un autre nom que j'ai oublié. Et le Vigan l'a recueilli. Céline l'a recueilli, mais au départ, c'est le chat de Vigan. Et j'ai oublié de préciser que mon regretté ami Paul Vendôme a publié un livre, justement, que j'ai eu l'honneur d'éditer en 1980, qui s'appelait Robert le Vigan, compagnon et personnage de Céline, où justement il analyse le personnage célinien dans l'œuvre de Céline. Ce livre est épuisé, mais il a été réédité par l'Âge d'Homme dans un volume qui reprend toutes les études céliniennes de Vendôme sur Céline. Et donc, c'est un livre qui a eu de l'écho. Je me souviens que François Truffaut, qui m'avait à l'époque commandé, je me souviens, c'est assez drôle, il m'avait commandé, je crois, une dizaine d'exemplaires de ce livre. Il avait reproché à Hervé Le Boterf, qui avait bien connu le Vigan, il lui avait reproché de s'être fait doubler par Vendôme. Mais en fait, l'initiative de Vendôme n'avait rien à voir avec ce que fera le Boterf. Plus tard, Vendôme, c'est une étude sur le personnage célinien. Et ce que fera Hervé Le Boterf quelques années plus tard, c'est la première biographie de Le Vigan, qui sera complétée, comme vous le savez, quelques années plus tard par celle de Claude Bailly et André Bernard. Donc il existe deux biographies de Céline, je pense qu'on peut encore les trouver chez les bouquinistes. Et par après, parce que ça c'est une chose que Vendôme remarque dans son livre, mais nous sommes à ce moment-là, en 1980, que les anthologies et les encyclopédies de cinéma parlent très peu de Le Vigan.
Mais depuis, évidemment, ça a changé. Par exemple, dans le bulletin, je cite le livre de Jean Tullard sur comment ça s'appelle, le volume qui s'appelle Les acteurs, le dictionnaire du cinéma, le tome 2, où Jean Tullard dit l'importance de Le Vigan. Il explique en quoi Le Vigan est un grand acteur. Alors aujourd'hui, c'est reconnu dans les cinémathèques, personne ne va dénier le grand talent de Le Vigan. Mais il y a quelques années, c'était pas du tout le cas. C'est-à-dire, il était considéré comme un personnage excentrique, mais certainement, il n'avait pas l'aura qu'il a aujourd'hui auprès des cinéphiles, vous voyez. Rappelons quand même encore quelques-uns de ses films. Il joue notamment le personnage de Goupil Tonquin dans Goupil Bain Rouge de Becker. Il joue Jésus-Christ dans Golgotha. Il joue dans Les Disparus de Saint-Agile. Enfin, il a tourné quand même dans au moins une 10 ou douzaine de grands classiques des années 30-40. Et alors, vous avez parlé de la camaraderie avec avec des acteurs, avec Céline. Quelque chose d'assez étonnant dans sa biographie, et c'est là qu'on retrouve Céline. Il a été camarade avec l'extraordinaire Marcel Dalliot aussi dans sa jeunesse. Et là, il y a quand même une sorte de retournement de l'histoire, puisque Dalliot l'interprète dans un film de Renoir, dans La Grande Illusion, le personnage Rosenthal, auquel Céline fait un sort pas très enviable dans son bagatelle pour un massacre. Donc là, il y a une sorte de triangulation par transitivité. Céline a presque été amie avec Dalliot. En tout cas, il était ami d'amis, alors qu'il a fustigé son personnage dans La Grande Illusion. Là, il y a une sorte de triangulation assez étonnante. Je ne sais pas si Dalliot, alors il n'a pas témoigné à son procès, au procès de Le Vigan. Je ne sais pas s'ils sont restés en contact, ou si le fait que Dalliot, évidemment, parte à Hollywood pendant la guerre. Mais voilà, c'est une amitié quand même assez étonnante. On connaît son amitié pour Marcel Aimé, on connaît son amitié pour Jean-Paul, mais avec Dalliot, c'est moins connu. Je ne sais pas si les biographes creusent cet aspect-là. Je ne me souviens plus si Le Boterf, non, j'ai pas l'impression. Mais là, il y aurait une piste à creuser intéressante quand même. Il faut aussi... Oui, il nous reste plus de 2 minutes, Marc. Parce que ça, je ne l'ai pas fait. Que Le Vigan, pendant tout un temps, il habitait à Montmartre. Donc, il faut bien vous dire qu'à l'époque, Montmartre, c'était vraiment un village. Et tous ces gens se rencontraient souvent le dimanche matin dans l'atelier de Jean-Paul. Et c'est ainsi que Le Vigan avait des contacts très étroits avec Marcel Aimé, avec Jean-Paul, avec Céline. Tous ces gens, évidemment, qui habitaient dans le même quartier, se rencontraient très souvent. Et c'est de là qu'est née cette amitié qui en fait remonte aux années 30. Hein. Le Vigan connaissait Céline et avait rencontré Céline bien avant, évidemment, la période de l'exil. Et je dois aussi préciser qu'en exil, Le Vigan a lu, il existe des enregistrements, il y en a un d'ailleurs qu'on peut entendre sur Internet, sur YouTube, c'est Le Vigan qui lit un extrait de Nord de Céline et aussi des lettres que Céline lui a écrites. Et à la fin de sa vie, d'ailleurs, il a vendu ses lettres parce que il vivait vraiment dans une sorte de misère. Hein. Il vivait en exil à Tandil, dans une petite bourgade très très loin de la capitale, et ses conditions de vie n'étaient pas extraordinaires. Il existe Marc, aussi, ça vous le savez ça. Pardon. Marc, je suis obligé de vous interrompre parce que, alors, dernier point, parce que l'émission va se finir. Je renvoie les auditeurs à votre bulletin célinien. Ils pourront aussi, dans d'autres numéros du bulletin, lire beaucoup de choses sur les fameux romans de Céline qu'on a retrouvés cette année et qui reparaissent chez Gallimard. Je citerai pour finir donc une seule phrase, celle de Céline, que vous reproduisez dans la très belle couverture de votre bulletin célinien consacré à Le Vigan. Inoubliable qu'il était, pas seulement dans Goupil, dans bien d'autres films. Donc c'est Céline sur Le Vigan que vous nous faites redécouvrir après Vendôme, Belly, Le Boterf, par ce bulletin célinien toujours aussi précieux. Marc, merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce 20 octobre 2022 et nous avons évoqué en première partie l'actualité des films avec Jean-Max Méjean. Prochaine émission dans 4 jeudis, le 17 novembre 2022. Au revoir et merci encore Marc.